Alors, prenons cette bonne nouvelle à la faveur de l'Occident et l'écriture phonétique de Hegel dans l'encyclopédie. Enfin, abrégé, je peux vous paraphraser ainsi. L'arbitraire du signe, ce qu'on appelle dans la modernité, c'est-à-dire un non-rapport comme ressemblance, similitude entre les signes et les signifiés, ou bien les souches de signification, autrement dit, écriture alphabétique, et une phonétique indépendante des lettres, des signes des lettres, ce qu'on appellerait voilà, une écriture alphabétique au sens occidental du terme, et non pas hiéroglyphe, ni pictogramme, etc. Pour Hegel, ça servirait, cet non-rapport entre deux couches, signifiant et signifié, ça servirait à l'indépendance de l'esprit, au sens où l'imagination se couperait tout rapport avec la superficie des signes extérieurs d'une matérialité et se retournera sur elle-même à ses propres opérations. L'esprit s'enfermerait dans ses propres opérations, c'est-à-dire continuerait à se jouir justement de son autonomie, de son non-rapport à l'extérieur. Bon, une solution fantastique trouvée par Hegel. Moi, plutôt, je dirais, cette coupure du signifié, soit parce qu'il est arbitraire, soit parce qu'il est trop matériel, trop sensible, trop ressemblant à des choses factices dans ce monde-là. Et cette coupure serait à la limite de l'illisibilité d'abord de l'écriture, mais du monde lui-même aussi. Le monde aussi, à côté de l'alphabet, deviennent illisibles, renfermés sous soi, et non expressif, disons. Cette non-expressivité comme aliénée, segmentarisée, soit entrelacée, mais un monde de prime abord incompréhensible pour le sujet, surtout sans éducation, sans une certaine initiation. Donc pour le paysan, disons, seulement son champ codé pour lui, pour le domaine d'affairement qui lui propre sera abordable, mais pas la vie urbaine, ni l'intériorité d'une organisation ecclésiastique, disons, ni système bureaucratique de l'État ou de la dynastie ou du royaume. Il se contenterait avec des symboles plutôt royaux, abrégés, symboles. Je ne dis pas signe, mais symbole, donc qui aura encore des rapports soi-disant, entre guillemets, organiques avec ce qu'il signifie. Le corps du roi, la dynastie, toutes ces analogies de Père, Fils, Saint-Esprit, donc incarnation de Dieu dans le corps du roi, disons des choses comme ça, extrêmement disons catholiques et symbole. Quand on dit symbole, effectivement, c'est encore une artificialité, mais qui garderait des rapports avec ce qu'on signifie
pas convention encore, mais une convention non pas tout à fait arbitraire, qui est basée sur une certaine ressemblance dite naturelle. Voilà. Donc, revenons à cela. Moi, je trouve qu'à partir de plutôt, voilà, il faut se situer entre 15e jusqu'au 16e siècle. Là, cette réveil de sommeil de la raison à partir de Francis Bacon et puis cartésianisme qui essaye de trouver, remédier ce doute parce que le monde est devenu monde de la conscience malheureuse, comme disait Hegel. Il fallait remédier à cela. Si Talmud, si Kabbalah ne fonctionne plus, ou bien ne fonctionne que dans une petite communauté, disons, hébraïsante, très savante, initiatique et tout, et en Orient, c'est-à-dire dans la zone islamique aussi, c'est valable, la même chose. Seulement les initiés, les hodjas, qui s'occupent des djinns, des esprits. Voilà. Tout ce qui aggrave encore l'incompréhensibilité spontanée du monde par une simple noisise, loin de là. Seulement certains initiés, donc ecclésiastiques, la classe spécialisée, clésis, qui sera avantageux, bien sûr, c'est un privilège fallacieuse à abolir bientôt, c'est-à-dire les révolutions de fin 17e siècle, 18e siècle. Donc, on dit qu'il y a un partage justement. La science, l'écriture scientifique, la manière mathématisée, géométrisée, surtout mathématisée, avec Galilée, Newton, du cosmos, du monde, va accentuer pour les scientifiques initiés une certaine clarté dans un domaine de recherche, une clarté claire et distincte et un accès spontanéité aux signifiés, aux couches signifiées, mais autant une impénétrabilité, un non-accès pour le reste des mortels, donc pour les gens, pour les citoyens non initiés, non scientifiques, qui seront encore ensevelis dans leurs symboles. D'où les difficultés. Donc la littérature, la naissance de la littérature, disons avec Cervantes, avec l'influence de contes arabisante, etc., avec l'époque baroque, Rabelais, disons, on en a eu cette tendance, encore plus que l'époque romaine, dans l'époque où on écrivait des anagrammes sur les citelles, ça aussi c'était pour faciliter de deux côtés l'accès à l'autre monde et au sens total d'une vie achevée, c'est-à-dire une écologie. Ces anagrammes servaient à une certaine nécrologie et écrits, bien sûr, par les poètes. Donc, un renouveau de la poésie, non pas symbolique, mais sous forme d'abord de romans. L'exemple de Rabelais, c'est éclatant, va réintroduire, disons, pour aller vite,
onomatopisation du monde et du signifiant. C'est-à-dire qu'on va trouver à tout prix des ressemblances, cette fois-ci, entre les mots, et non pas entre le mot et le concept signifié, mais plus encore de ce lien dit naturel, et non pas objectivement scientifique, parce que la science commençait à fonctionner par des expériences encore plus fragmentaires, spontanées, partielles et additives, et donc artificielles, et non pas une simple observation, contemplation dite naturelle comme Gaston Bachelard avait bien décrit la situation dans ses, disons, premiers livres. Eh bien, la poésie, voilà, un renouveau de créative et de onomatopée qui servirait à une compréhension tout à fait fictive et sous le signe d'autographe, c'est-à-dire c'est l'auteur qui réécrivera le monde, l'histoire, non pas histoire au sens restreint du terme, mais récit, au sens de Odyssée, comme Théodicée, une cosmogonie, reste sous le charge des littéraires. C'est ça. Et cette séparation de domaines devient naître et la philosophie va dans un autre sens et la littérature dans un autre sens aussi. Et les encyclopédistes même, ils sont entre les deux. Ils trouvent encore des liaisons entre le monde observable naturel et les sciences, l'état des sciences qu'on peut encyclopédier, c'est-à-dire offrir au peuple pour son éclaircissement, et non pas aux initiés. Encyclopédie, c'est pour le peuple, pour l'éducation du peuple, et non pas une œuvre scientifique, une traité spécifique pour une autre scientifique. C'est ça. Donc c'est un dernier recours, comme Novalis, il était à la fois romantique, donc un dernier secours pour sauver l'humanité et passer encore par ce rêve d'encyclopédie dont Novalis fait partie. Donc romantisme, essayer de réenchanter, trouver une raison pour réenchanter le monde, parce que la raison tribe, propulsion, se propulser justement pour trouver un remède dès le départ. Et alors que cette clivage entre la science et la littérature va s'aggraver encore plus que l'époque de Novalis ou de Diderot. Et dernier recours, c'est l'encyclopédie justement des sciences, de sciences de l'esprit, sciences de la nature et de la logique, sous la plume de Hegel, justement. Hegel aussi peut être considéré, surtout avec la féminisme de l'esprit, essayer de trouver un certain modèle moniste du monde, et toute la segmentarisation et toute cette négativité va se résoudre sous le signe du savoir absolu. D'où vient ce rêve d'absolutisme autonome du salut au sens de rédemption de la chute sur la terre, c'est-à-dire
devenir des petites monades indifférentes des animaux. Et c'est ça, l'état de monade lapnisien qui nous met sous le même rang des autres vivants. En quelque sorte, c'est une zone politique, c'est encore un concept mixte d'Aristote qui acceptait que l'homme se faisait par 3 cercles superposés, l'âme animale, l'âme purement raisonnable, mais au milieu, il y avait ce désir typiquement humain, et à partir de laquelle on peut parler d'une fade libre arbitre, si on se demande si arbitraire des signes est le résultat de ce libre arbitre, ou l'illusion de libre arbitre, c'est justement un résultat de l'usage établi avant même de l'écriture d'un certain symbolisme qui fait qu'un certain arbitrage du signe est déjà en place depuis très tôt dans l'humanité, et je suppose que c'est avant même de l'invention au sens étroit du terme de l'écriture, soit écriture cunique, disons, hittite, soit hiéroglyphe, soit alphabétique. Il n'y a pas de coupure radicale entre ces formes d'écriture. L'écriture même, c'est une coupure. Autrement dit, l'homme est une coupure. Voilà, je souligne cette indécidabilité entre notre arbitraire fonctionnement libre arbitre de notre volonté et l'état sous lequel nous sommes soumis nous sommes